On déteste tous être touriste, on veut tous être un voyageur. Et je pense que c'est ce qui justifie l'intérêt de voyager aujourd'hui. Il faut que le voyage soit justifiable. Il faut qu'il y ait une expérience, il faut qu'il y ait quelque chose qui t'ouvre l'esprit, il faut quelque chose qui te fasse grandir. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Thomas, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Paul, sympa de me recevoir. Pour commencer cet épisode, ce que je te propose, c'est que tu te présentes, tu nous dises qui tu es, dans le sens tes origines en France et ce que tu fais actuellement dans tes fonctions. Je m'appelle Thomas Chabrière, j'ai 44 ans, je suis originaire d'Aix-en-Provence. Je suis l'heureux papa de 2 petites filles de 8 et 4 ans. Et mon truc à moi, c'est l'entrepreneuriat. J'ai monté 7 entreprises depuis mes études jusqu'à aujourd'hui. Et je partage actuellement mon temps entre Marrakech et Lyon. Super. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais actuellement en termes d'activité ? On aura le temps de développer ça sur cet épisode. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai une activité principale qui est Insiders Experience, qui est un groupe dans le tourisme créé il y a 15 ans. On est dans le 16e année, avec une activité principale à Marrakech et une activité qu'on lance dans le no-tourisme, d'abord dans le Beaujolais. Ok. Tu me parles du Maroc, de la France, on y reviendra, c'est ton environnement actuel. Il y a une grande partie de ta vie qui a commencé notamment en Chine. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter, pour commencer cette première grande partie sur l'expatriation et les différences culturelles, l'histoire de ton expatriation ? Ok, alors je suis tombé dedans quand j'étais petit sans pour autant voyager. Moi, je suis d'une famille qui, à la base, était dans le commerce de la soie à Lyon. Et puis, au milieu du 19e siècle, tu as une épidémie qui a tué tous les vers à soie en Europe. Et ma famille s'est tournée vers la Chine. Et à travers les générations, on a réalisé qu'il n'y avait pas que des vers à soie en Chine. Donc, on a commencé à faire pas mal d'affaires avec la Chine. Entre-temps, on s'est installé à Marseille. Et donc, moi, j'ai grandi dans une maison avec du mobilier chinois, donc pas les trucs bas de gamme qu'on peut avoir aujourd'hui, mais avec du mobilier chinois, de la porcelaine blanc-bleu, et cetera, dans une maison à Aix-en-Provence. Et donc, D'accord. quand j'ai débarqué à Pékin à 19 ans, j'avais une telle méconnaissance de la Chine que je pensais que c'était une déco provençale de partout, puisque c'était la déco de mon enfance qui était bien évidemment chinoise. Donc en fait, moi, j'ai grandi avec des histoires de mon père et de mes aïeux qui partaient en Chine. Mon père, lui, quand il partait faire des tournées en Asie, il partait plusieurs mois. Et puis, il faisait la Chine, la Corée, le Japon, Singapour, Hong Kong, Taïwan. Donc, c'était vraiment un autre voyage. C'est là où le mot long courrier avait une toute autre saveur. Et donc, il nous ramenait toujours des boîtes d'allumettes des hôtels. C'est marrant, c'est ma Madeleine de Proust, ça. Des boîtes d'allumettes hyper. Ok. Il y avait une grande boîte et à chaque fois, je passais du temps à fouiller là-dedans et à regarder des boîtes d'allumettes de l'hôtel, le Peace Hotel de Shanghai ou un autre hôtel à Canton, et cetera, avec une envie de voyage. Et puis, une famille qui nous a toujours tourné vers l'entrepreneuriat. On est 4 frères et sœurs, on est 4 entrepreneurs, chacun dans un domaine, une dans l'art, un dans l'événementiel, une autre dans l'alimentaire et la décoration, et puis moi dans le tourisme, et tous à un moment ou un autre à l'étranger. Ok. Et donc toi, quand tu arrives, tu as 19 ans, c'est ça, 20 ans quand tu arrives pour la première fois. Là, tu commences justement à travailler d'abord dans le web développement, c'est ça, mais tu parles de tes frères et sœurs, c'est justement avec ta sœur. Ouais, t'as fait tes devoirs. Oui, c'est ça. En fait, j'ai donc du côté de mon père, j'ai des origines anglaises, et dans le système anglais, après bac, tu prends une année sabbatique pour voyager, acquérir une première expérience professionnelle, faire la fête, souvent un peu les 3 en même temps. Et donc moi, la notion d'année sabbatique, après 4 ans d'internat m'a tellement plu que j'ai fait 3 années sabbatiques, dont 2 en Chine. En fait, j'ai Ok. commencé un IUT, s'appelait l'IUT-GEA, après mon bac, qui était une mauvaise orientation. Et donc, je suis parti d'abord au Sri Lanka, où j'ai rejoint ma première sœur qui bossait pour UNICEF, où j'ai bossé une première expérience dans le textile, où j'ai pris mes premières leçons de business là-bas. Et puis, rentré en France et reparti pour rejoindre mon autre sœur. Donc, tu l'auras compris, on a un grand sens de la famille, pour la rejoindre pour une aventure qu'elle montait qui s'appelait Just Transfer, qui était une bonne idée,
On est en 2000. Tout le monde a besoin d'un site internet, personne ne sait faire de site internet et un ingénieur web à l'époque était rare et cher en France et coûtait une fraction du prix en Chine. Et donc en fait, ma sœur faisait des allers-retours en France ou allait voir des grosses agences de pub qui avaient des énormes comptes clients et qui leur demandaient un site internet et ils savaient pas trop comment faire et donc ils nous externalisaient la prod. Donc toujours avec des grosses contraintes de confidentialité. Donc elle devait aller expliquer que je peux pas vous dire pour qui on a fait un site qui vend des billets de train, mais on l'a fait pour eux. Je peux pas vous dire pour quel site qui permet aux cadres de trouver un emploi qu'on a fait leur site, mais on l'a fait pour eux. Donc elle était très forte là-dedans. Et donc moi, je me suis retrouvé à m'improviser web développeur et designer. Et c'était drôle. Moi, j'ai travaillé, j'ai eu Photoshop 1, j'ai eu Flash, j'ai eu enfin des trucs je vois maintenant comment mon dernier site, il a été fait en no-code en 3 jours. C'est incroyable. À l'époque, c'était, voilà, je me souviens, on avait fait nos premiers gifs animés sur des sites qui étaient immondes, mais on était tellement contents d'avoir un truc qui bouge sur le site. Et quand toi, justement, tu arrives en Chine à 19, 20 ans, quels sont les premiers éléments qui t'interpellent, toi qui avais justement entendu des histoires de tes parents et tes aïeuls, comme tu l'expliquais auparavant. Qu'est-ce qui, dans ton arrivée en Chine, te frappe par rapport aux différences culturelles? Alors, c'est une vaste question, hein. La Chine, c'est un pays complexe, c'est plus grand que l'Europe. C'est un wagon de minorités ethniques et de spécificités culturelles où que tu sois. C'est un pays qui est fascinant parce que déjà, tu n'arrives pas en Chine avec des grandes attentes. Tu vois, tu sais, t'as pas une image d'Épinal forte. C'est pas les États-Unis, c'est pas la Thaïlande pour des vacances. Tu vois, c'est un gros truc, un gros machin un peu bizarre. On sait pas trop comment ça marche. Et donc, tu n'arrives pas avec des attentes énormes en général. Et c'est ça qui est sympa, c'est que du coup, le pays a toute cette marge de manœuvre pour te surprendre. Et ça fait partie de ces cultures où plus tu apprends, moins tu comprends. C'est fascinant. Tu vois, j'ai vécu en discontinu 15 ans en Chine. Je comprends rien à la Chine. Parce que plus tu ouvres une porte de savoir, tu dis ah, donc c'est ça. Et derrière, ça t'ouvre 5 autres portes de questions. Non, alors mais attends, si ça, c'est ça. Du coup, tout ce que je pensais avoir compris, en fait, je l'ai pas compris. C'est un pays où quand tu arrives, tu sais même plus compter sur tes doigts. Ça, c'est 6, ça, c'est 7, ça, c'est 8, ça, c'est 9, ça, c'est 10. Donc, si tu sais même plus compter sur tes doigts, tu sais plus rien du tout et c'est une leçon d'humilité fantastique. Et puis, j'ai découvert quelque chose que moi, j'ai trouvé fabuleux dans l'expatriation, c'est que chaque nouvelle expatriation, c'est un nouveau départ. C'est que tu te réinventes. Tu recommences, tu as un fresh start où tu recommences et tu dis, OK, voilà ma dernière expérience, voilà, j'ai peut-être pas été super bon là-dessus professionnellement ou humainement ou socialement ou financièrement ou que sais-je. Et ben là, je peux recommencer à zéro. J'arrive avec mes bagages, personne me connaît. Alors plus les années passent, plus tu commences à avoir du réseau évidemment, mais tu recommences à zéro et personne n'a d'a priori sur toi et c'est top parce que tu vas beaucoup plus vite dans ton évolution humaine et professionnelle. Donc, pour revenir au début de ta question, parce que je suis un peu parti dans tous les sens, moi, c'était cliché, mais c'était le fait que ça s'arrête jamais. La Chine, c'est le rêve américain sauce soja, quoi. Ça, c'était non-stop. Et puis, le fait que tu aies les gens qui crachent partout, quand moi je suis arrivé, il y avait encore des crachoirs, donc un peu comme dans les saloons, truc que tu n'avais vraiment pas envie de toucher. Parce que, voilà, culturellement, c'est beaucoup plus hygiénique de se moucher dans ses doigts et de cracher par terre que de mettre ça dans un mouchoir. Ce qui, même si j'ai pas passé le cap, est quand même assez vrai. Donc voilà. Et puis après, la curiosité des gens. On te dit toujours, imagine un peu une société où tout le monde s'en fiche du regard de l'autre. Ce serait génial. Alors c'est vrai que c'est génial parce que tu es débarrassé de ce poids social, mais en fait c'est un enfer. Parce que en Chine, quand tu arrives en Pourquoi? 99, moi si je croisais un autre étranger dans la rue, je m'arrêtais pour lui faire un câlin ou un high five parce que il y en avait pas. Il y avait des diplomates, il y avait des journalistes, il y avait des universitaires et puis il y avait quelques paumés comme moi qui avaient rien à faire là mais qui trouvaient ça génial. Donc il y avait une police pour étrangers, donc tu avais une impunité totale. J'avais même acheté mon premier sidecar, donc tu vois ces motos, on en reparlera après, des motos avec une Bien sûr, passille sur ouais. le côté, voilà, qui Tout tiraient à de la grande fait. vadrouille. Je l'avais acheté à un ancien militaire pour 300 euros. Il avait pas de papier, pas de Ok. plaque, et j'avais un copain de l'ambassade de Philippines, il y a prescription maintenant, je peux en parler, qui partait de Chine et qui du coup m'a filé ses plaques diplomatiques. Donc j'avais des plaques diplomatiques philippines, moi blond 1m90, les Philippins sont pas franchement blancs 1m90, à me balader à 19 ans, 20 ans dans Pékin sur une moto avec une dalle d'enfer, c'était complètement pas bien, mais qu'est-ce que c'était drôle, c'était génial. La liberté. Ah, une liberté avec un L majuscule.
C'était top. Ok. C'est vraiment cette première phase enfin ta première expatriation, parce qu'il y en a eu plusieurs. Donc là, tu vas passer 2 ans dans cette entreprise avec ta sœur en web développement. Après, tu rentres Mmh. en France pour reprendre tes études. Et viendra où là, tu vas plutôt faire des études de C'est commerce. ça. Et ensuite, tu vas, là, c'est 2001-2005, et tu repars en 2005 en Chine pour développer plutôt une agence de pub marketing. Est-ce que tu peux me raconter Ouais. de ta deuxième expatriation? Ouais, bien sûr. Je vais juste faire un petit retour en arrière sur un point, c'est le premier départ de Chine. En fait, donc moi, à l'époque, j'étais payé quoi? J'étais payé 1 000 € par mois. Mais bon, quand tu as 20 ans en Chine, qui est vraiment pas cher, 1 000 € par mois, bah, tu es le roi du pétrole. Et tu voyais les copains en France qui étaient étudiants, et cetera. Donc il y avait pas encore les réseaux sociaux, mais tu avais une vraie longueur d'avance, a priori sur les autres. Et puis, au bout de 2 ans, tu as les premiers copains qui commencent des alternances ou qui sortent d'un bac+2 et qui gagnent 1 100, 1 200, 1 300 €, qui ont une voiture de fonction. Et là, tu dis: «Ah, peut-être que mon plan, en fait, n'était pas le meilleur du monde». Et là, j'arrive à un carrefour où j'ai d'un côté une amie, Lisa, qui était une Américaine, qui était une personne incroyable, boat people taïwanaise arrivée aux États-Unis. C'est le cliché, ses parents, avaient monté un resto, chinois. Et puis elle avait fait un MBA de dingue et bossé pour IBM, pour la lutte contre la contrefaçon en Chine. Avec un tatouage de fou D'accord. parce qu'elle s'était fait brûler par une casserole dans le resto de ses parents, qu'elle avait un dragon incroyable. Et nana top, 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 qui était un peu ma mentor et voilà, moi je lui ai dit que mon rêve c'était d'avoir un bar. Elle m'a dit: «Bah écoute, moi j'ai de l'argent mais j'ai pas le temps, toi tu as du temps, tu as pas d'argent. Monte un bar, je le finance et c'est rigolo». Et donc j'arrive à ce carrefour où d'un côté, je me dis, bah, là, j'avais 21 ans, je peux monter un bar en Chine qui était vraiment un rêve de gosse. J'étais persuadé que tout le monde voulait avoir un bar tellement je trouvais ça rigolo. Donc, je peux soit faire ça et potentiellement devenir alcoolique assez vite, soit rentrer en France, me choper un bagage académique et probablement me relancer un petit peu plus sur des rails. Et ça n'a pas été facile. Et puis en fait, je l'ai fait. Je suis rentré en France. Donc j'ai fait donc une école à Paris effectivement et diplôme en poche. Je cherche à repartir en Chine et là je suis présenté au patron d'une agence qui s'appelle Business Interactive, qui était une agence web. Et c'était où? C'était à Neuilly, je crois, une belle boîte, 200 personnes qui cherchait son patron en Chine pour ouvrir la Chine. Et le gars me recrute en un quart d'heure à une terrasse de café un 15 août. Moi, en me disant, il a vu mon potentiel, il a vu un peu la star. Tu parles, il avait juste trouvé le gars le moins cher possible pour aller ouvrir son bureau parce qu'il était en train de se revendre à Publicis et que planter un drapeau en Chine allait augmenter la valeur de la boîte. Et donc, je fais ça pendant 2 ans. Et on est racheté par Publicis et donc on intègre Digitas, qui est la filiale digitale de Publicis. Sauf qu'à l'époque, on est en 2007 et que Digitas n'a pas d'autre représentation en Chine. Donc je me retrouve à 27 ans, patron de Digitas Chine, ce qui n'a aucun sens. Je suis pas du tout un génie, je suis pas, tu vois, un prodige, je sais pas quoi. Donc du coup, C'est quoi? C'est à cette époque, c'est quoi? 200, 250 personnes? Non? alors Digitas dans le monde, bah, déjà c'est Publicis, c'était un des plus gros groupes de pub au monde et c'était Oui. ce qui allait devenir, une des plus grosses agences web au monde. Mais à l'époque, moi j'étais seul, enfin j'étais seul. Je sais pas, on devait être, 7, dans l'équipe. Donc je manageais, D'accord, 7 en Chine. voilà, 6 personnes en Chine et en fait Digitas Chine, c'était nous, c'était rien. Mmh. Et donc je vois qu'il commence à y avoir des demandes qui sont au-delà de mes capacités. C'est pas parce que tu es un bon mécano que tu seras un bon PDG de Citroën. Donc c'est pas parce que tu sais à peu près faire des sites internet et des campagnes que tu vas pouvoir répondre à des grosses demandes. Et donc je démissionne. Et là, la seule plus grosse boîte web de pub, c'était DDB qui appartient au groupe Omnicom. Et donc le patron de DDB entend parler du patron de Digitas, qui est un Français de 27 ans qui vient de démissionner. Donc le gars demande à me rencontrer. Moi, j'y vais par politesse, tu vois, courtoisie. Et le gars, en fait, veut me recruter persuadé que je suis une star. Et tu vois, cette approche de pour moi après je te fuis, fuis-moi je te cours après, qu'il y a dans la drague, bah, ça marche aussi dans le boulot. Moi, je voulais absolument pas bosser pour lui et plus je refusais, plus le gars se chauffait parce qu'il a pas l'habitude qu'on lui dise non. Et donc à la fin, il me dit: «Bah, donne un chiffre». Et donc je me dis: «Bon, on va couper court» et je lui donne un chiffre ridicule en me disant: «Bah, il dira jamais oui». Et il a dit oui. Et du coup, je me retrouve, numéro 2 de Tribal DDB, qui est donc Tribal était une autre agence web qui était beaucoup plus établie. Celle-là, on était, je sais pas 40-50. J'ai refusé d'être OK. numéro 1. En fait, la numéro 1 était partie avec le numéro 2 parce qu'ils avaient une liaison, ils s'étaient fait choper, donc il y avait plus personne à la tête du bateau. Et donc moi, je me fais, recruter par mon patron. Je refuse d'être numéro 1, je dis: «Je veux être numéro 2, je veux un mentor». Et donc je tiens la boîte pendant 6-7 mois et mon numéro 1 arrive. Ça se passe pas bien. Et puis surtout, à ce moment-là, mon client principal était McDo.
Et D'accord. McDo, client incroyable, c'est une magnifique entreprise, mais c'est vrai qu'ils sont pas là non plus pour un bien commun. Et c'est un moment où il commençait à avoir des problèmes de société autour du diabète, de l'obésité. Donc tu réalises que là, tu es plus le problème que la solution. Et donc j'ai 27 ans et je me dis, bon, c'est pas vraiment quelque chose qui me motive le matin. Et paradoxalement, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur où tu es payé beaucoup plus que ce que tu penses valoir. Donc tout le monde se dit, c'est un super problème. Mais en fait, c'est assez destructeur. C'est destructeur d'être payé en dessous de ce que tu penses valoir, mais c'est la même chose au-dessus aussi, même si bon, ça fait plus plaisir, c'est concrètement compliqué à gérer. Et donc je redémissionne. Et là, je fais un peu le tour de moi-même en me disant, bon, bah, qu'est-ce que je fais? J'ai 27 ans, j'ai un peu d'économie. Est-ce que je monte une agence de pub? Bof. J'aime bien la pub, mais c'était pas une passion. C'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, mais c'est pas quelque chose qui me garde réveillé la nuit. Est-ce que je repars dans une agence? Bah, j'avais déjà bossé dans les meilleurs. Bon, bah, du coup, oublie le CV, oublie ta carrière, oublie le regard des autres, ce qui en fait a été le plus dur. Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire? Bah, en fait, moi, j'aimais de manière tout à fait puérile conduire mon sidecar. J'aimais rencontrer du monde et j'aimais explorer Shanghai et la Chine en général. Donc, bah, 1 plus 1 égale 2. Hein. Je me dis, bah, je vais faire des tours. Donc, je m'associe en fait à Gaël, qui était un copain de Pékin, qui avait commencé à faire ça dans le nord de la Chine, à Pékin, à la petite semaine. Et donc, moi, je suis à Shanghai et je monte Shanghai à l'époque, ça s'appelait Sideways. Et puis, en fait, ça marche tout de suite parce que je rencontre un Français génial qui s'appelle Hugues Martin, qui était un passionné de l'histoire de Shanghai. Et à nous deux, on avait le fond et la forme. Moi, j'avais la moto, le côté fun, c'est rigolo, allez, on va rajouter une bouteille de champagne, etc. Et de connaître toutes les petites allées de Shanghai. Et lui avait ce savoir encyclopédique de l'histoire de Shanghai. Et donc, à nous deux, on a monté un truc qui était vraiment en fait, je sais pas si tu as déjà fait des visites guidées. Souvent, tu as des gens qui ont un savoir assez considérable, mais qui vont avoir un peu du mal à le rendre fun. C'est un peu le cours magistral qu'on a eu en école ou en fac ou je sais pas. Nous, on voulait pas être Arte, on voulait être Discovery Channel. Et donc, on s'est dit, OK, on va faire des trucs, ça va être du educative fun. On veut passer des messages, on veut apprendre des choses aux gens, mais on veut surtout qu'ils s'éclatent et qu'ils passent un super moment. Et donc, on a commencé Ok. avec une moto sans trop savoir ce qu'on faisait. Bah, 15 ans plus tard et pas mal de motos, je sais toujours pas très bien ce que je fais, mais ça marche. Et en fait, on a eu beaucoup de chance parce que on a monté ça en 2008, donc il y avait les JO à Pékin. 2010, il y Ouais, avait c'est ce que j'allais l'exposition. dire. C'est vraiment le moment où Pékin explose avec du nouveau, ils rasent des quartiers, ils font du neuf pour les JO. Ouais, Et il y a encore ce Pékin traditionnel qui continue de vivre à travers ces nouveaux quartiers. c'est ça. Et Shanghai était la même, puisqu'on a l'expo universelle qui arrive en 2010. Toute la Terre est en train de regarder la Chine. C'est un peu le péril jaune où là, ils vont nous bouffer. Toutes les entreprises sont en train de voir comment rentrer en Chine, comment pas louper le wagon et pas louper le coche, excuse-moi. Et donc, en fait, en 10 mois, on a une capacité de 60 motos. Donc, le truc part super fort, super vite. Ça ne veut pas dire que j'étais propriétaire de 60 motos. Il y avait à Shanghai une grande communauté, soit de Chinois, beaucoup d'anciens militaires qui avaient leur sidecar, soit d'expats comme moi qui se disaient ouais, c'est rigolo, je vais m'en acheter un. Parce qu'en fait, un sidecar à l'époque, si tu achetais une super bécane, ça te coûtait 1 500 €. Donc, c'était pas la mort non plus. Hmm. Et puis, tu pouvais assez facilement en trouver à moins de 1000 balles et puis les bricoler, etc. La main-d'œuvre coûte rien, les pièces coûtent rien. Donc, c'était un peu le jouet du week-end des expats ou pour sortir le soir et c'était super sympa. Donc, très rapidement, on construit le PRC, le People's Riders Club. Qui a pour finalité en fait de fédérer les conducteurs de sidecar et pour pouvoir les solliciter quand on a des grandes réservations. Et puis en fait, ben voilà, ça commence, ça marche bien. Ton modèle, quand tu crées ça, vous créez cette communauté et c'est sur cette communauté que vous vous appuyez sur ces anciens militaires ou ces expatriés qui, en fait, ce sont eux qui vont vous aider à balader les touristes quand ils sont là. C'est ça, exactement. En fait, le concept d'Insiders, c'est que moi, j'aime pas le tourisme. Mais en fait, personne n'aime le tourisme. On aime le voyage. On déteste tous être touristes, on veut tous être un voyageur. Et je pense que c'est ce qui fait c'est ce qui justifie l'intérêt de voyager aujourd'hui, de prendre un avion, avec toute cette l'éco-responsabilité qui est vraiment en train d'entrer dans les mœurs. Il faut que le voyage soit justifiable. Et donc, si c'est pour prendre un avion pour aller te mettre dans un Club Med, on en parlera après du Club Med, et ne pas Hmm. bouger du Club Med en étant aux Maldives, bah non. Va dans les Calanques, c'est presque aussi joli. Il faut qu'il y ait une expérience, il faut qu'il y ait quelque chose qui t'ouvre l'esprit, il faut quelque chose qui te fasse grandir, autre que juste ton bronzage. Même si c'est très bien aussi de bronzer, hein, mais ça peut pas justifier le voyage à part entière. Donc,
Nous, en fait, le concept des tours, c'est qu'il y a pas de tour. On est l'ami d'amis que tu aimerais avoir dans un pays, que tu ne connais pas. Donc, toi, tu es au Vietnam, je crois. Si demain je vais au Tout à fait. Vietnam et qu'on est devenus super amis après ce podcast et que pas de bol, tu pas là, bah, tu vas potentiellement appeler un de tes amis en disant: «Écoute, il y a Thomas qui vient. Est-ce que tu peux prendre une demi-journée pour lui montrer, voilà, notre ville?» Et cette personne ne va pas me montrer les sites touristiques parce que je vais me débrouiller avec mon guide du routard. Elle va me montrer sa ville en se calant sur mes centres d'intérêt. Si je suis un sportif et que cette personne est sportive, elle va dire: «Bah, écoute, viens, on va aller courir ensemble». Si, je suis un bon épicurien et qu'elle aussi, bah, dit: «Bah, viens, écoute, tu sais quoi, on va aller faire du street food et puis je vais te montrer tel marché, puis tiens, la cuisine de ta truc». Ouais, voilà, on se cale et on a tous ce truc, ce qui est assez rigolo, hein, c'est que quand on fait ça, on est tous engagés pour convaincre l'autre qu'on vit dans la plus belle ville du monde. Et en fait, c'est notre business model. C'est aussi bête que ça. Et comme tu es intéressé par l'interculturel, quand j'ai monté ça à Shanghai, donc j'avais des gens qui étaient des Chinois, évidemment, mais j'avais aussi des gens de toute nationalité. J'avais tous les continents. C'était une pub Benetton chez nous. Moi, je suis un grand partisan de la richesse dans la diversité si elle est bien dosée et cadrée. Et il fallait que je trouve un moyen d'expliquer à tous mes insiders, donc mes insiders sont mes guides et les riders sont les conducteurs qui suivent. On a toute une sémantique pour nous sortir de ce monde du tourisme, donc des riders et des insiders, c'est pas un tour, c'est un ride, etc. Et nos clients sont Ok. des passagers. On va au-delà de la relation financière. Et donc expliquer à D'accord. tes riders et insiders quel est le comportement à avoir avec tes passagers et qui marche dans toutes les cultures. Ben, j'ai trouvé le truc parfait. Imagine que chaque passager, c'est ta future belle-mère et c'est la première fois que tu la rencontres. Il faut tout donner, mais il faut pas trop en faire. Tu veux qu'elle soit ravie de te donner son fils ou sa fille, mais tu veux pas non plus qu'elle s'installe chez toi la semaine prochaine. Donc t'es pas un mètre devant, t'es pas un mètre derrière, t'es côte à côte, ton téléphone il est sur silencieux, t'es pas avec des gants blancs à en faire des tonnes parce que tu veux être toi-même, mais t'es 100% sur cette personne. Et tu sais qu'il y a des gros enjeux parce que si elle t'aime pas sur la première rencontre, ça va être compliqué derrière. Et ça, c'est chaque départ de ride avec chaque passager. Je dis, les gars, c'est votre vie de couple qui va se jouer sur ce ride-là, il faut pas déconner. Et si tu fais ça, Ok. derrière, tu vas au-delà des attentes de tes passagers. Et si tu vas au-delà des attentes de tes passagers, tu peux vendre à un prix premium et ça se passera très bien. Et c'est exactement ce qu'on fait. Ok, ouais, très belle image. C'est vraiment, tu arrives à recentrer sur la famille, l'expérience client et du coup d'en faire quelque chose de naturel en fait. Exactement. Super. Et donc là, vous commencez, vous créez Insider Experience, ça se développe et tu repars. Alors là, cette fois-ci, tu repars en sidecar, c'est en 2011. 2011, ouais. Ouais. Tu te lances un challenge. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que Ouais. cette aventure? Alors, pour expliquer la genèse du challenge, c'est qu'en fait, on monte Insiders en 2008. En 2010, on explose. Et en fait, on sort complètement du rouge. Ça marche. Il y a de l'argent qui rentre. J'ai une super équipe. Je suis entouré de gens qui sont meilleurs que moi. Les agences nous connaissent. Le business tombe tout seul. Et en fait, j'ai un coup de blues. Je me dis, bon, je m'embête. Et du coup, je fais le tour de moi-même. Ma copine de l'époque, qui derrière est devenue mon épouse, me secoue un peu en disant, bah écoute, faut qu'on se remette des challenges en fait, quoi. Faut y aller. Donc on s'en met deux. Un, c'est d'ouvrir d'autres destinations. Et le deuxième, c'est de faire Shanghai-Paris en sidecar pour aller chercher un Guinness des records. Dès le début, l'objectif, c'est justement cette distance qui sera la plus longue distance parcourue par un sidecar avec le record en Guinness. Exactement. Ok. Et donc on commence. Moi, je recrute déjà Félix, qui est quelqu'un qui travaille toujours avec moi, qui est à Marrakech maintenant, pour ouvrir Xi'an. Donc Xi'an, c'est au milieu de la Chine. C'est là où tu as l'armée enterrée, les soldats terracotta, qui est un peu comme Versailles. C'est une destination où les gens viennent et repartent. Ils viennent juste voir cet endroit-là, ils regardent peut-être un petit peu ce qu'il y a autour et puis ils repartent. C'est très dur de capter le touriste à Versailles et pareil à Xi'an. Donc on commence à monter des trucs assez rigolos. En fait, la campagne autour de Xi'an est hyper intéressante. C'est le plateau du Los qui va jusqu'en Mongolie intérieure. T'as encore, alors je connais pas les chiffres aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait encore 27 millions de personnes, donc la moitié de la France, qui habitaient dans des habitations troglodytes sur le plateau du Los. Ok. Et donc, nous, on trouvait pas de solution hôtelière pour nos parcours qu'on faisait qui duraient 2 jours. Le moins pire hôtel qu'on ait trouvé était un hôtel où, dans la chambre, au bout du lit, littéralement, il y avait un chiotte turc. Donc, tu peux pas vendre ça. Ça nous a beaucoup fait rire, mais tu peux pas commercialiser un truc comme ça. Et du coup, quand il n'y a pas de solution, tu la crées. Du coup, on rachète une habitation troglodyte à Madame Wang. Ok. En fait, tout un village qui avait été vidé parce qu'ils allaient construire une autoroute. Et puis, en fait, il y a eu un scandale financier avec le maire de Shanghai qui a détourné des fonds, machin. Donc, bref, travaux arrêtés. Donc, on rachète l'habitation troglodyte de Madame Wang. Xi'an est sur la route de la soie. Donc, ils ont une culture culinaire qui est assez adaptée à la nôtre. Enfin, concrètement, notre culture est adaptée à leur, c'est plus ancien. Donc, ils font des nouilles, etc.
Et Madame Wang était une super cuisinière. Donc, l'expérience, c'était que tu arrivais chez elle. On lui avait appris à servir un gin tonic comme il faut. Donc, tu avais ton ginto avec tes glaçons et ta rondelle de citron. Et puis, Madame Wang cuisinait. C'était une de ces personnes qui a pas besoin de mots pour parler. Avec les yeux, elle était hyper douce avec les regards et les doigts, les mains, elle arrivait à se faire comprendre. Donc, elle t'embarquait en général les gens pour cuisiner avec elle. Elle prenait un malin plaisir à D'accord. embarquer les mecs qui souvent sont pas ceux qui cuisinent et qui du coup, bah tiens, toi tu coupes ça, machin, puis à les engueuler, mais avec bienveillance, tu vois, c'est un peu maïté, quoi. Je t'engueule, mais je suis pas fâché. Et derrière, on dînait avec elle. Et après, dans la cour intérieure, on tirait un drap, on sortait un rétroprojecteur et on diffusait des vieux noirs et blancs de propagande chinoise sous-titrés en faisant des chamallows dans un feu. Et après, tu allais dormir dans ta grotte où il y avait des kangs. Et des kangs, c'est des lits en briques où tu peux allumer un feu dessous pour chauffer la nuit. Alors, on n'allumait pas les feux. Mais voilà, donc tu avais une expérience top qui était là-dessus. Donc ça, c'est Félix qui a monté ça. Et pendant ce temps-là, bah, nous, on part donc à 3 motos faire Shanghai-Paris. Donc on passe à Xi'an où je fais un pseudo kick-off avec Félix en lui disant en gros, écoute, je reviens dans 3 mois, fais ce que tu peux. Ah oui, parce que vous lancez le projet en Ouais, 2011, vraiment au moment où vous partez, tu développes en même temps ce nouveau business. exactement. Ouais. Et puis donc on part faire un Shanghai-Paris à 3 bécanes. On traverse, on devait traverser 14 pays. Il y avait mon associé chinois de l'époque, Cohen, qui me dit en fait le 14 dans la culture chinoise, c'est l'équivalent du 13, c'est un porte-malheur. Parce que quand tu prononces 14, c'est Yaose, Yaose, c'est phonétiquement ça ressemble à je veux mourir. Donc il faut pas tu regarderas si tu vas en Chine continentale, souvent tu as des dans les immeubles, là t'as pas le 13e et t'as pas le 14e étage dans l'ascenseur parce que c'est bad luck. Ok. Et ou dans les hôtels, il y a pas de chambre 14 etc. Et donc du coup Cohen me dit non, faut qu'on fasse 15 pays, du coup on passe par Monaco. Et sinon l'aventure est juste dingue. On traverse la Chine, juste un mois pour traverser la Chine. Le voyage en tout dure 4 mois. Le Kazakhstan fou, on arrive au bord de la mer d'Aral. Tu sais, c'est cette mer qui a disparu quasiment à cause de la culture du coton au Kazakhstan et en Ouzbékistan. Mhm. Et là, entre deux dromadaires et 3 épaves de bateaux qui sont au milieu du désert, je demande la main de ma copine qui a bien été obligée d'accepter parce que j'avais le seul moyen de locomotion pour sortir du désert. Donc, qui est obligée de dire oui. Et puis l'aventure continue. On a rencontré un Borat. C'était sur notre checklist. Donc on a un Kazakh qui nous a reçu, Borat, qui nous a accueillis très gentiment. Et ces gens étaient d'une générosité folle. C'est complètement cliché de dire ça, mais le Kazakhstan est le pays le plus pauvre qu'on ait fait. Et c'est là où les gens étaient les plus généreux. C'est aussi un pays musulman, un des 5 piliers de l'islam. C'est l'accueil du voyageur. Et là, on était vraiment des voyageurs. On avait sur l'avant de la bassine de la moto une carte qui montrait tout le parcours qu'on faisait. Donc les gens étaient tout contents. Et donc voilà. Donc si un jour tu pars ou tes auditeurs partent dans des pays comme ça, pensez à partir avec des petits cadeaux à faire, pas forcément de valeur, pas forcément cher, mais des petits trucs. Ça peut être, prenez, je sais pas moi, 200 stylos Bic et juste donner un stylo, bah c'est un geste de reconnaissance et les gens sont contents. Et Borat en l'occurrence nous avait reçus pour déjeuner et nous avait nourris comme des rois et ne mangeait pas avec sa femme en disant ah, on vient de manger et on a réalisé après coup qu'en fait bah non, on a mangé leur repas. Donc une magnifique leçon d'humanisme et d'humilité. Et puis voilà, on continue donc ce voyage, on traverse après le Kazakhstan, on fait quoi? On fait l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Turquie, la Grèce, l'Albanie, Monténégro, voilà, et on remonte. Et on arrive à Paris et on n'a pas eu le Guinness des records parce qu'on n'a jamais réussi à extraire le data du GPS. Donc, amis de chez Garmin, je ne vous remercie pas, mais il faudra la refaire. Et l'idée, ce sera de faire un jour la Panamérica, donc Alaska, terre de feu. Mais là, avec 2 enfants à la maison, ce sera pas tout de suite, tout de suite. Ah, c'est une sacrée aventure, du coup, entre Shanghai et Paris. Mmh. Et là, tu termines ces 4 mois et tu reviens directement en Chine Ouais. pour justement continuer à développer tes activités, comme tu l'expliquais. Exactement. Alors, je reviens en Chine et je réalise. Alors, je suivais, mais de très loin, mes affaires en Chine. Et je réalise que pendant mes 4 mois d'absence, sont été les 4 mois des meilleures performances de la boîte. Alors, passer la vexation. Pour Insider Experience ou pour justement les hébergements en habitation troglodyte? Non, pour Insiders, en fait, on n'avait pas fait de différence de toute manière, mais c'était surtout pour Insiders. D'accord. Et donc, ça a été une première leçon, c'est qu'en fait, mon business, c'est pas moi. Parce que quand tu montes ta boîte, tu mets un peu tout sur la table. C'est ton bébé, t'es à fond, voilà, tu saoules tout le monde parce que tu vois partout des passagers potentiels. Donc, les gens, à la fin,
envisagent de changer de trottoir quand ils te croisent. Donc déjà, tu te détends un petit peu là-dessus. Et puis, tu réalises qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas besoin que tu sois derrière eux pour faire le taf. Et donc, moi, ça a été quelque chose, ça a été un peu un déclic sur la confiance par défaut. Donc, ma manière de travailler maintenant, c'est à chaque fois que je recrute quelqu'un, je lui dis, je te fais une confiance absolue par défaut, jusqu'à preuve du contraire. Donc, tu n'as pas à gagner ma confiance, tu n'as que à la maintenir. Et si tu fais bien le taf, on va être super heureux. Alors que Hmm. les premières personnes que j'ai embauchées, c'était Oscar Wilde qui avait cette très belle phrase qui disait « Je suis beaucoup trop vieux pour tout savoir », qui est une magnifique phrase. Et effectivement, quand moi j'ai monté cette boîte à 27 ans, bah tu penses que voilà, t'as tout compris. Non, t'as pas tout compris. T'as juste un sidecar. C'est la seule longueur d'avance que t'as sur les autres. Et puis, bah, t'apprends en te plantant. Mais c'est aussi la beauté d'être vingtenaire quand tu montes une boîte, c'est que t'as pas peur de l'échec. Bon, en tout cas, j'espère pas. T'as pas d'emprunt, ou peu. T'as pas Hmm. d'enfant. Au pire, tu te plantes. Et tant mieux, en fait. L'apprentissage, c'est de se planter. Qu'est-ce que tu as eu justement comme échec et des apprentissages que tu as sortis de cette première période, cette première phase? Je me plante 5000 fois par jour, en fait. Et c'est non-stop. Alors, déjà, je suis une nature assez entrepreneuriale et optimiste et enthousiaste. Donc, à chaque fois que quelqu'un vient me voir avec un projet, je me pose toujours les mêmes questions. C'est est-ce que c'est une erreur qu'on peut se permettre financièrement? C'est-à-dire, tu me proposes une idée, c'est super. Si ça plante complètement, est-ce qu'on est mal ou est-ce que bon bah c'est pas grave? Est-ce qu'on va apprendre? Parce que si tu n'apprends pas, tu grandis pas. Est-ce qu'on va se marrer? Parce que la vie est trop courte. Si c'est pour vendre des boulons et que ça m'intéresse pas, je vais pas y aller. Même si Rousseau a dit que tout peut être intéressant, même une pomme. Et il a raison, une pomme, ça peut être incroyable quand il pense sur les manières dont tu t'en sers. C'est un petit grain, ça devient un gros truc, les variétés, machin. Il y a des encyclopédies sur les pommes. Donc il avait tout à fait raison, Rousseau. Il y a des gars qui doivent être passionnés de boulons. Si je sais pas ma passion, donc il faut que j'apprenne, il faut que je m'amuse, il faut que ce soit une erreur que je puisse me permettre financièrement. Et le dernier critère, c'est est-ce qu'on peut peut-être gagner de l'argent? Et si c'est oui sur les 4, on y va. J'ai pas peur de l'échec parce que c'est ce qui me fait apprendre. Donc, je te le fais un peu en condensé parce qu'on parle déjà depuis pas mal de temps. L'habitation troglodyte à Xi'an, on a monté une marque qui s'appelait China Stay. Et China Stay, il y avait ça. Il y avait une ferme qu'on a achetée, retapée au Tibet, enfin dans l'Himalaya, au Tibet géographique, pas Ok. politique, donc tu es toujours en Chine, mais dans le nord de la Chine, entre Lijiang et Shangri-La, pour être précis pour ceux qui connaissent. On a monté un bar à vin là-bas qui s'appelait le Shin, qui était le meilleur bar à vin français de l'Himalaya, qui était aussi le plus mauvais parce que c'était le seul. On a monté une boîte de tours en vélo qui s'appelle Culture Shock. J'ai monté Castida, qui est une boîte de RP. J'avais monté une boîte d'événementiel avant. Et c'est en fait, si je regarde, et j'ai monté Insiders sur 5 destinations en Chine. Ok. Si je reprends toutes ces expériences, si j'avais fait les choses de manière beaucoup plus structurée, je pense que déjà, j'en aurais monté aucune. Le business model d'Insiders, il est complètement débile. Imagine que tu as un restaurant, il faut qu'à chaque table de 2 clients, il y ait un serveur qui est là tout le temps. Pour chaque sidecar où je prends 2 passagers, j'ai un conducteur. Et en plus, tu as tout le back-office. Tu as les mecs en cuisine, tu as la caisse, tu as le barman, tu as machin, etc. Donc, le seul moyen que ça marche, c'est de faire du volume. Je me souviens d'une conversation avec Hugues, mon premier associé à Shanghai, en lui disant, t'imagines peut-être qu'un jour, on aura une réservation par jour. Et lui, il dit, laisse tomber, resserre-nous un gin tonic, arrête de délirer. On y croit, on était juste dans une insouciance totale parce que tu montes ta boîte, parce que personne t'a dit que c'était compliqué. Et donc, ton chiffre d'affaires, c'est ton bénéfice parce que tu as 0 coût, parce que tu fais ça aussi à la petite semaine, et parce qu'au début, tu gagnes super bien ta vie, parce que bah, le deal qu'on avait avec Hugues au tout début, qui est quelque chose qui serait inenvisageable aujourd'hui, mais c'était dire chaque personne qui fait une sortie en sidecar, 100% du chiffre d'affaires est pour lui. Et si tu fais une sortie à plusieurs sidecars, la première moto, c'est 100% pour toi, et les motos qui suivent, c'est 50% pour toi, 50% pour la boîte. Bah, ça va super vite, en fait. Donc, assez rapidement, tu gagnes très bien ta vie. Tu dis c'est génial. Et puis, au bout d'un moment, tu réalises que, bah, en fait, tu n'as plus de vie parce que tu dois répondre aux réservations, tu dois faire les suivis pour que les gars commencent à poster sur un site qui vient de se lancer, qui s'appelle TripAdvisor, que bah, tu dois aussi former un peu les mecs qui roulent avec toi, puis faire la mécanique. Donc, tu as besoin de prendre un premier gars. J'ai embauché un premier stagiaire, Joe, avec où on est resté super copains. J'étais témoin à son mariage, qui me rappelle régulièrement que je lui ai fait passer un entretien à la terrasse d'un Flunch ou d'un Quick à Paris avec un café à 1 € et je lui ai bien vendu du rêve sur le côté premium d'Insiders, mais qui a été un mec fabuleux et qui fait partie des gens grâce auxquels la boîte a décollé. Donc tout
tout ça, c'est fait parce que, en fait, j'ai pas peur de l'échec, mais j'aime l'échec. C'est le seul moyen d'apprendre. On a appris en marchant, en se plantant. C'est l'échec qui fait qu'on apprend. C'est le meilleur des apprentissages. Donc, en fait, paradoxalement, j'ai pas eu d'échec, j'ai que eu des apprentissages. Mon dernier échec en date, c'est Castida. C'est ma boîte de RP que j'ai fermée. Mais c'est pas un échec. Juste pour reprendre, donc là, en fait, toi, tu es en Chine jusqu'à 2015. Ouais, 2014. 2014 et en 2014, juste qu'on comprenne le switch qui s'opère dans ta vie, tu pars en 2014 au Maroc. 2014, mon épouse a une offre de boulot qui se refuse pas à Paris et donc on fait le jump, on part à Paris. Moi, je fais des allers-retours. Alors autant j'ai vraiment aimé Paris étudiant, autant j'ai pas du tout aimé Paris habitant là-bas et ayant une activité professionnelle en Chine. Parce que déjà, t'as pas de vie, hein, tu te lèves super tôt le matin, puis à partir de midi, t'as plus personne à qui parler. Et puis j'aime pas être seul. Oui, parce que là, en Chine, tu as toujours, toi, tous le bar à vin, tu as 4-5 business qui tournent en Chine. Ouais. Après, j'avais beaucoup de chance, j'avais à peu près les bonnes personnes aux bons endroits, donc ça marchait quand même pas trop mal. Et puis, au bout d'un an, ma femme a fait le tour de son taf, et le Club Med avec qui on bossait en Chine nous sollicite. Le Club Med a été racheté par un groupe shanghaïen qui s'appelle Fosun, qui a aussi racheté le Cirque du Soleil. Et donc, eux, tout ce qui se fait à l'extérieur de l'enceinte du Club Med, ils externalisent. Eux, ils se concentrent sur ce qui se fait à l'intérieur. Un peu comme un hôtel, en fait. Et du coup, ils nous sollicitent pour des excursions à Guilin, dans le sud de la Chine, qui est le premier Club Med. On y va, ça marche bien. Deuxième Club Med à Sanya, on y va, c'est une catastrophe. Et puis là, je rencontre le deux pontes du Club Med. Il y a le patron Chine qui m'appelle, qui me dit, écoute, j'ai 2 VIP, est-ce que tu peux leur faire un tour gratos? Je dis, ah bah ouais, moi les tours gratuits, c'est mes préférés, bien sûr. Et donc, je récupère 2 cinquantenaires hyper sympas. Et puis, je réalise que derrière moi, j'ai le patron Europe-Afrique et dans la bassine, j'ai le patron Amérique latine, qui sont des purs produits Club Med. Les gars ont commencé Géo et aujourd'hui, ils sont au board. Au board du club, ils sont 6 et j'en ai 2 dans ma moto. Donc, la balade de 1 heure devient une balade de 4 heures. On s'entend super bien. Et eux, le lendemain, partaient à Guilin parce que c'était l'ouverture du Club Med. Et moi, j'avais prévu d'aller à Guilin aussi parce que je savais que l'ouverture était imminente et je voulais m'assurer qu'on était prêt. Et donc, c'était Félix, justement, qui avait ouvert Xi'an, qui était là-bas. Et on passe une semaine au Club Med à se croiser tout le temps, à faire la fête, machin et tout. Et puis les gars sympathisent avec moi, ils me disent, commencent à se tirer la bourre, à dire, bah viens à Cancun, c'est super, faut que tu ouvres là-bas. Et l'autre, mais non, Cancun, il n'y a rien. Viens au Maroc, la météo est top. Je dis, bah les gars, on peut faire les deux en fait. Donc ça les fait marrer. Donc je suis invité à Marrakech et à Cancun. Donc je vais à Marrakech au mois de décembre. Ils sont très malins. Le mois de décembre à Marrakech, c'est pas du tout le mois de décembre à Shanghai ou même en France. Hein. Il fait beau, les bougainvilliers sont en fleurs, c'est incroyable. Et Club Med de Marrakech est superbe. Et donc, ils comptent en trident, pas en étoiles. Et donc, c'est un Club Med qui est 4 et 5 tridents. Donc, ils mettent dans le riad 5 tridents. Enfin, la partie 5 tridents, donc, comme un 5 étoiles où tu as un riad, tu as une baraque pour toi. Enfin, c'est dingue. Et puis, au bout d'une semaine, je me dis quand même, c'est pas mal Marrakech, quoi. Et donc, j'en parle avec mon épouse en disant, bah, qui on envoie? Et puis, elle fait, ouh, c'est nous. Et donc, on décide de s'installer à Marrakech. On fait pas Cancun finalement, plein de raisons. Et puis, au bout d'un an à Paris, on décide de partir s'installer à Marrakech. Une ou deux raisons qui ont fait que vous avez préféré le Maroc plutôt que Cancun. Alors, il y en a de choix, il y en a subi. De choix, c'est qu'il y avait il y a un décalage horaire de 13 heures entre la Chine et le Mexique. 13 heures, tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans ta boîte. Tu ne peux parler à personne. Soit tu te lèves au milieu de la nuit, soit tu vas t'as pas de vie, soit tu les gardes eux réveillés en dehors des heures de bureau. Et le deuxième truc, c'est que le Club Med externalise ses excursions. Et donc, ils ont un prestataire qui gère ce qu'on appelle un centre d'excursion, qui est une pièce au Club Med. Et eux, c'est comme une agence de voyage. Tu sais pas qu'ils sont pas du Club Med, parce qu'ils sont habillés Club Med, mais en fait, ce sont des prestataires et qui vont faire leur catalogue de prestations. Et donc, à Marrakech, tu avais Vincent Bretons, qui était un ancien patron du Club Med, qui avait le centre d'excursion. Et à Cancun, tu avais un gars qui s'appelle Lalo. Et donc, moi, je les rencontre en allant voir les deux Club Med. Et puis, je les invite en Chine. Et donc là, en gros, je leur fais la danse du ventre, expédition dans l'Himalaya en sidecar, tour des boîtes de nuit, machin, enfin, je donne tout. Et puis à la fin, je les vois à tour de rôle, ils sont pas venus en même temps, en disant, voilà, est-ce que je peux être ton prestataire? Et donc, Vincent Bretons de Marrakech me dit, non, tu seras mon associé, on va le faire ensemble. Il a vraiment aimé le concept, on a super bien accroché, et je lui dois énormément. Sans lui, j'aurais pas réussi au Maroc, parce que c'est quelqu'un qui a une très bonne réputation à Marrakech, et c'est un village Marrakech, donc c'est vraiment important. Et surtout qui était là depuis longtemps, donc il a pu me faire gagner du temps. Quand j'étais approché, que je voulais approcher des agences,
ou des hôtels, etc. On disait alors lui, non, n'y va pas, c'est pas une bonne idée. Cette personne, vas-y de ma part, pas de problème. Cette personne, je sais pas. Et donc, on a eu une top relation ensemble, vraiment un chouette gars, une bonne grande gueule, comme on les aime. J'ai beaucoup appris avec lui. Et puis, Lalo, ça a été un peu plus rocambolesque, puisque, pareil, à la fin du voyage Chine, j'ai dit, ben voilà, est-ce que je peux être ton prestataire? Et il me dit, écoute, c'est super, pas de problème. Il rentre et il organise deux, trois trucs qui t'appellent. Et puis, au Mexique, on voulait faire les choses un peu différemment avec des coccinelles, parce que c'est un pays qui produisait des coques, et que Ok. pour les Mexicains, bah, c'est un peu leur Clio, alors que pour nous, c'est des super bagnoles. Et du coup, on voulait prendre des coques, en faire des cabriolets, faire un truc incroyable, machin. Est-ce qu'on mettait un mini-bar dedans? C'est un système, de la moquette partout. Enfin, on voulait faire un truc vraiment fun, festif. T'es au Mexique, c'est la fête. Et puis Lalo, plus de nouvelles, plus de son, plus d'image. Et puis au bout d'un an, il m'envoie une photo, il fait regarde, c'est super. Et là, je vois 4 coccinelles alignées devant le Club Med. Ok. Donc tant mieux qu'il l'ait fait sans moi, plutôt que j'ai déménagé et que bah, il m'ait planté. Donc s'il pensait qu'il n'avait pas besoin de moi, bah voilà, une idée ne vaut que ce que tu en fais. Donc voilà. Mais ça a été aussi une bonne leçon. Je pense que une idée ne vaut rien, encore une fois. C'est ce que tu en fais. De croiser des gens qui disent bah oui mais moi j'avais pensé à ça il y a des années, ouais bah tu l'as pas fait. Donc à la rigueur, moi je suis pas du tout dans le secret dans le business. Les gens sont toujours à dire ah j'ai une super idée mais je t'en parlerai dans un an, tu verras, c'est dingue. Quelqu'un, encore une fois, millionnaire, milliardaire en faisant des boulons. C'est pas l'idée, c'est l'exécution, c'est ce que t'en fais. Donc moi j'ai toujours été très dans la communication, dans le demande d'échange, d'avis, de feedback, de challenge de la part des gens en disant j'ai une idée, j'aimerais faire ça. Pourquoi est-ce qu'il faut pas le faire? Ou qu'est-ce que t'en penses? Mais toujours à demander le challenge plus que la validation. Parce que ça Hmm. n'engage que celui qui les écoute, les caresse dans le dos et les vas-y, t'es un champion. Alors que les gens qui te challenge à fond, c'est ça qui fait avancer. Donc voilà, donc bon, c'est pas grave, on n'a pas fait Cancun, ça devait pas se faire, quoi. L'aventure au Maroc débute. Là, on est en 2000. 15. Je suis un peu perdu. 2015, ouais. Ouais. Et donc là, vous lancez Insider Experience Ouais. au Maroc. Et comment la société évolue sur les années? Parce qu'aujourd'hui, tu t'es présenté tout à l'heure en disant que c'était Maroc et France évolue. Ouais. Et tu as parlé aussi de Castida. Ouais. Est-ce que tu peux intégrer du coup cette nouvelle Ouais. aventure dans ton parcours? On s'installe en mars 2015 à Marrakech avec femme et enfant. Un premier sidecar qui est coincé aux douanes. Et moi, je me prends un choc culturel. J'arrive avec un peu trop d'assurance en me disant si tu arrives à bosser en Chine, tu peux bosser n'importe où. Ce qui est un peu le cliché, tu vois, des gens qui ont conduit dans des pays exotiques te disent voilà, si tu arrives à conduire en Inde, machin, tu peux conduire n'importe où. En fait, Hmm. non, chaque pays a ses spécificités. Et le Maroc, je me suis auto-piégé parce que j'ai pensé qu'on parlait la même langue. Alors, on utilise les mêmes mots, mais on met pas la même signification derrière les mots. Je vais donner un exemple tout à fait cliché. La personne qui dit je serai là à 14 heures, Inch'Allah, le Inch'Allah veut dire si Dieu veut. Et donc, c'est pas moi, c'est Dieu qui va dire si je dois être là à 14 heures ou pas. Donc, en fait, la ponctualité ne sera pas du tout la même. Et c'est un peu le cliché, hein. Mon école de commerce, on était plein de nationalités différentes. Quand tu as rendez-vous pour un groupe de travail à 9 heures et que tu as des gens qui viennent de 10 pays différents, il n'y en a pas deux qui vont arriver à la même heure. Chacun a sa perception de la ponctualité, de ce que veut dire l'heure. Donc, je me suis pris les pieds dans le tapis sur justement le fait qu'on utilise les mêmes mots mais qu'on ne met pas les mêmes significations derrière. Ça m'a joué des tours. Alors qu'en Chine, tu vois, vu qu'on parlait pas du tout la même langue, j'étais beaucoup plus alerte sur le fait que on avait vraiment intérêt à faire très attention à bien se comprendre. Donc, bon, ça, je l'ai appris à mes dépens, mais voilà. Donc, on lance le Maroc avec le Club Med, une moto, deux motos, trois motos, voilà. Ça grandit pas mal. On se prend des grosses pots de banane de l'administration parce que c'était moi qui avais mal compris. Le Maroc est régi par les libertés d'entreprendre, c'est comme la France. Donc, c'est-à-dire que tant que c'est pas interdit, tu as le droit de le faire. C'est comme ça que des boîtes comme Uber se sont créées. Il n'y a pas de loi sur les VTC. La loi VTC a été créée parce que les VTC se sont inventés. Et donc, moi, j'arrive en 2014 en repérage et je fais faire le tour des administrations qui me parlent toutes de la liberté d'entreprendre, qui me disent, écoutez, on a vérifié, il n'y a pas de loi sur le sidecar, marhaba, qui veut dire bienvenue. On a besoin de gens comme vous, c'est super, allez-y. Top. Donc, tu montes avec une moto, deux motos, trois motos, quatre motos, cinq motos. Puis, un jour, tu te fais arrêter par un policier qui dit, où est votre agrément? On n'a pas d'agrément. Ah, donc vous êtes transporteur clandestin? Non, on n'est pas transporteur.
on fait des excursions en sidecar. Et là, tu retournes faire le tour des administrations qui disent ah bah oui, oui, il vous faut un agrément, monsieur. Ah, la liberté d'entreprendre, machin. Ah mais non, vous imaginez bien, si personne suit la loi, c'est pas possible. Ok. Et donc derrière, tu te lances dans un lobbying monstrueux pour essayer de trouver des solutions légales à ton problème, et c'est sans fin. Donc Et comment vous faites là? Comment tu fais pour te faire accompagner, pour faire survivre ton business tout simplement? ouais, tu fais, tu fais tout ce que tu peux. Donc tu décides de faire confiance à des prestataires extérieurs. Tu fais des erreurs, j'en fais plein. Là, pour le coup, c'est des échecs, qui coûtent cher. De te faire conseiller par un avocat, qui te dit que bon, bah, puisque l'administration, répond pas, on va les attaquer en justice et qui, en fait, toi, tu l'écoutes, mais lui, c'est juste qu'il veut te mettre des heures en plus et c'est pas du tout, du tout, du tout une bonne idée de traîner en justice une administration quand tu es pas du pays. Déjà, quand tu es du pays, ça coûte une fortune. Mais en plus, quand tu n'es pas du pays, tu vas en vexer quelques-uns qui vont mal le prendre et à juste titre. C'était très bête de ma part de faire ça. Et ça, c'est juste un Mmh. avocat qui a voulu mettre des heures en plus. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je paye encore. Enfin, je paye encore, ça n'a pas été oublié. Donc, à chaque fois que je rencontre un fonctionnaire, j'y vais très profil bas, avec humilité. Et ça a été la leçon tirée de ça, c'est qu'en fait, quand t'es pas dans ton pays, il faut pas que tu cherches à être dans ton bon droit. C'est pas ton pays. T'es pas d'ici. T'es toléré dans ce pays. Donc, moi, aujourd'hui, ma posture au Maroc, c'est de me dire, je suis reconnaissant qu'on me laisse travailler. Je suis reconnaissant que le Maroc veuille bien de moi et je suis reconnaissant que le Maroc me permette d'essayer de modestement apporter un peu plus de valeur à l'offre touristique en place. Et je suis pas chez moi. Et je serai jamais chez moi. Je suis pas marocain. Et Mmh, c'est bien un pays sûr. qui est fabuleux, où il y a énormément de choses à faire. Mais je fais très attention d'être dans cette posture de profil bas, parce que autant en Chine, j'avais pas senti cette notion de racisme. Déjà parce que culturellement en Chine, c'est quelque chose qui s'exprime pas. C'est très profil bas, donc quand tu vois des onces une expression d'une forme de racisme, c'est très subtil. Jamais j'ai eu un Chinois qui m'a dit rentre chez toi, tu vois. Au Maroc, on a un passé qui est plus compliqué. C'était un protectorat qui, d'une certaine perspective, est juste un autre mot pour une colonie. C'est beaucoup plus complexe. Et j'ai vu, moi, du racisme des deux côtés, hein. La bêtise n'a pas de passeport. Et ça a été pour moi une belle leçon de vie. C'est marrant, accessoirement, c'est une Suisse qui m'a ouvert les yeux en parlant de les Français, en disant ah mais les Français. Et c'est un truc qui m'a tout de suite braqué en me disant comment ça les Français. Et c'était un truc sur je sais pas, on est râleur, bref un truc assez évident. Et je me suis dit bah c'est rigolo en fait quand tu sors une phrase qui commence par les quelque chose, les Français, les femmes, les Arabes, je sais pas quoi. Rarement la suite va être intelligente et t'élever et te rendre une personne meilleure. Donc moi, Mmh. ça a été une leçon très belle, très forte sur justement la découverte de l'autre. Et c'est ce qui a fait un peu, c'est ce qui a fait évoluer très fortement la mission et la vision d'Insiders. Je suis persuadé que la méconnaissance de l'autre amène la peur de l'autre. Et la peur du voisin, c'est la source de beaucoup de choses qui vont mal sur cette planète. Et donc, nous, un ride à la fois, très modestement, très humblement, on rend le monde un petit peu moins merdique. Et si à la fin d'un ride, j'ai un passager qui me dit c'était quoi ce bouquin, cet article, ce documentaire, ce film, que sais-je, c'est gagné. Tu as ouvert une porte de curiosité sur une culture autre. Et bah, c'est en fait, c'est un peu ce paradoxe, tu vois. Moi, j'avais une remise en question pendant le Covid sur le fait d'être un professionnel du tourisme. Quand il y a eu cette prise de conscience sur l'ultra voyage, un truc qui m'a marqué, c'était les canaux à Venise dont l'eau était devenue transparente. On voyait le fond pendant le Covid. Tu vois ces images qui étaient folles, on voyait les animaux se balader partout. Alors Bien bon, sûr. je suis pas non plus quelqu'un qui veut qu'on retourne tous chasser avec des bâtons dans la forêt, hein, mais je me suis dit waouh, ouais, quand même. Et en parlant avec un autre professionnel du tourisme, et c'est pas une vérité absolue, mais lui il disait bah quand le commerçant arrête de traverser les frontières, ce sont les militaires qui traversent les frontières. Et je pense qu'effectivement, le commerce et le tourisme est une force de commerce, fait qu'on se connaît mieux les uns les autres. Si c'est pas juste pour aller dans un resort et pas se bouger les fesses. Et c'était un peu la prise de conscience sur notre business model quand on a commencé à bosser pour le Club Med, qui, si tu en fais la critique, est un peu ça. Et en fait, on s'est dit, bah, c'est justement une occasion qu'on a de prendre des gens qui sont venus juste pour se mettre au bord d'une piscine
et les sortir du Club Med et leur donner envie de découvrir autre chose. Et donc, après, l'engagement du Club Med est très fort. Hein. Ils ont vraiment des gens qui sont très, très Club Med, genre des deuxième, troisième génération parfois. Et en fait, c'est top de leur donner envie de voir autre chose. Et à la fin, qu'ils disent, bah, nous, on viendra, on ira au Club Med, mais par contre, on ira manger dans le Woodwick que vous avez montré, puis on va en parler aux autres. C'est vraiment génial, ce truc. Donc, voilà, tu ouvres un petit peu. L'idée, c'est pas juste de leur donner envie de bouffer du street food, mais c'est un début. Et c'est, moi, ça me donne, c'est tout ce dont j'ai besoin pour me lever le matin. Je sais que je contribue modestement, humblement, à rendre le monde un peu moins merdique et surtout à donner du sens au voyage et à permettre à des gens d'être voyageurs et pas touristes. Aujourd'hui, vous avez plus que le Maroc et là, vous êtes en train de développer le Beaujolais Ouais. ou vous avez encore la Chine? Non, le Covid arrive, donc 2019, décembre 2019, moi c'est mon dernier voyage en Chine. Ça commence à déconner à Wuhan, ils commencent à fermer des quartiers, la ville, etc. Et en fait, à Shanghai, le tourisme est très saisonnier. La saison haute, c'est printemps et automne. L'hiver, c'est la saison morte et l'été, c'est pas dingue non plus, parce que c'était beaucoup un tourisme d'affaires. Et donc moi, je connais bien ma boîte. Donc en général, quand on arrive à janvier, les caisses sont plutôt vides parce que c'est à partir de janvier, février que les caisses commencent à se remplir avec les commandes du printemps. Et donc, le Covid arrive au pire moment, là où ma trésor est faible. Et donc, alors pour la Chine, en gros, au mois d'août 2020, on a tiré la prise en disant, bon, on est en train de cramer du cash, ça n'a pas de sens. Donc, j'ai fermé Insiders en Chine. J'avais 3 destinations qui restaient à l'époque. J'avais Shanghai, Xi'an et Guilin. Donc, on ferme tout, on liquide tout, on paye tout le monde, on fait ça proprement. Et moi, j'habitais donc à Marrakech. Femme et enfants rentrent en France. Je reste 1 mois, 2 mois, 1 mois, je crois, au Maroc, parce que je te rappelle que le plan d'origine, c'était qu'on s'enferme tous 15 jours et ça passe. C'était la théorie, la pratique. Du coup, je rentre en France et bah, j'ai pas de sous. Donc déjà, je me retrouve chez mes beaux-parents en Bourgogne. Et j'ai les meilleurs beaux-parents du monde. Et mon beau-père, très bienveillant, mais me transperce, où le premier jour, on va faire des courses ensemble. Il me dit, laisse Thomas, les courses, ce sera pour moi, d'accord? Et là, t'es là. Ça fait mal. Il y a quelques semaines, j'avais 3 bureaux en Chine, un bureau au Maroc. J'avais pas loin de, j'ai plus le chiffre en tête, mais je pense une cinquantaine de personnes qui bossent pour moi. Je faisais un peu plus que mon million de chiffre d'affaires. Et là, j'ai mon beau-père qui paye les courses. Aïe! Donc du coup, je me dis: «Il y a pas moyen, il faut que je relance quelque chose tout de suite», puisqu'en plus, mon épouse bossait avec moi, donc on avait, plus de revenus. On avait pas il y a 0 aide au Maroc, c'était pas la France, hein, c'était, donc pas d'aide et l'obligation de se retourner, pas de chômage, tu vois? Il y a pas de sous, pas de sous. Et du coup, en fait, je fais un peu le tour de moi-même. Moi, Insiders, j'ai toujours beaucoup travaillé sur les RP. On a toujours eu une très bonne couverture média et parce que le média, en fait, t'amène de la crédibilité, de la visibilité, in fine de la désirabilité et t'amène du business. Et donc, on a été élu 4e meilleur expert de voyage au monde par Condé Nast, qui est la bible du travel dans le monde anglo-saxon. On a fait la couverture du Guide du Routard 2 fois. Donc, je suis la seule boîte à faire la couverture du Guide du Routard, mis à part la Provence, le rédac chef de la Provence, était copain avec Philippe Logan, qui est le patron du Routard. Et sur le Routard Marseille, tu vois des vieux qui jouent à la pétanque. Et au fond, un mec en espadrille qui a la Provence ouverte, il est placé son produit. Et moi, j'en ai une avec mon bar à vin qui était le Chin Chin, avec des petites vieilles en habits traditionnels qui sont en train de trinquer au pastis. Le shooting était assez drôle. Elles sont parties bras dessus, bras dessous, en titubant à la fin du shoot. Et une autre avec un sidecar. Et donc tout ça, c'est de la couverture média et je suis plutôt bon là-dedans. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est le Covid. On est tous enfermés chez nous. Les entreprises ne peuvent plus faire de salons, ne peuvent plus faire de rendez-vous en présentiel, ne peuvent plus faire de team de séminaires, machin, etc. Bref, et tout le monde est hyper disponible chez soi et complètement scotché sur les réseaux sociaux et les médias. Bon, bah, moi, ce que je peux faire, en fait, c'est aider des gens à comprendre comment ils peuvent passer dans les médias. Et donc, je lance Castida. Alors, Castida, le nom est hyper créatif, hein, c'est les prénoms de mes 2 filles mis ensemble, Castille et Ida. Donc, Castida. Donc, je te cache pas que de temps en temps, quand je me fâche contre elles, je les appelle Castida. Et c'est très pratique, ce petit diminutif. Et elles ont les sweatshirts avec le nom Castida déjà en taille S qui les attend pour quand elles seront plus grandes. Et donc, je commence à proposer des appels je crois que c'était une demi-heure pour 80 € où je t'explique comment passer dans les médias. J'avais toute une méthode en 7 étapes, un truc hyper facile, espèce de masterclass accéléré.
Et puis, en fait, l'appel d'une demi-heure à chaque fois durait 1 heure parce que les gens sont à dire oui, alors qu'est-ce que tu penses de ça, de ça, de ça. En gros, il faut que tu sois une histoire pour le journaliste et qu'il sache que l'histoire va être pertinente pour son public à lui ou elle. Et donc, voilà, la personne qui dit on vient de redécorer le self, est-ce que je peux en parler aux échos? Tu peux en parler aux échos, mais ils s'en fichent que tu aies redécoré le self, même si je suis très content C'est pour le toi, why. c'est pas une news, c'est pas une actu. Et donc des gens derrière qui disent ok, je vais le faire, est-ce que tu peux m'accompagner? Donc là, tu proposes une offre, 3 appels, 150 balles. Puis après, il y a quelqu'un qui dit ok, est-ce que en fait tu peux le faire pour moi? Puis là, tu proposes écoute, je vais le faire en une fois pour toi, 500 balles. Ok, est-ce que tu peux m'accompagner? Ok, 1500 balles par mois et puis tout, tout, tout. Et en fait, le premier mois, je crois que je gagne 400 euros. Le deuxième mois, je gagne, je crois, 800 euros. Et le troisième mois, je passe les 5 000 euros et puis on n'est pas redescendu en dessous. Donc le truc a vraiment monté. Mais par contre, tu charbonnes, quoi. Le matin, j'étais à 6 heures, j'avais trouvé une maison dans le village où on était. On était en Bourgogne, dans le Brionnais. Je sais pas si tu te souviens de l'affiche de campagne présidentielle de Mitterrand, La France tranquille, où tu as un clocher. Enfin, c'est la France bucolique au possible. Et donc, il y avait une maison de la famille de mon épouse qui n'était pas occupée et le téléphone mis sur le coin de la fenêtre captait Internet. Et donc, je pouvais me mettre connecté la journée. J'étais dans une pièce avec des murs épais comme as à lancer Castida. Castida, je l'ai eu pendant 2 ans. J'ai fermé Castida parce que le tourisme est reparti. Mais ça n'a pas été un échec pour moi. Ça n'a pas été une passion. Je préfère avoir mon business dans le tourisme, qui est vraiment un métier que j'aime énormément. Et c'est vrai que j'aime bien être dans la cabine de pilotage. Donc, quand tu es l'exécutant d'une autre boîte, c'est un chouette métier, mais c'est moins ce qui me correspond. Et en fait, ça a été un MBA. Je me suis fait un executive MBA parce que pendant 2 ans, j'ai parlé avec des chefs d'entreprise de leurs problématiques et je les aidais à les régler. Et en fait, vu que moi, je suis chef d'entreprise aussi, je traitais d'égal à égal avec eux, sauf pour peut-être des grosses boîtes où j'ai eu la chance de parler à des PDG. Mais c'était vachement intéressant d'écouter ces personnes-là et puis de les aider à régler un peu leurs problématiques sur des médias, les challenger, etc. Et ça a été un top apprentissage qui, moi, m'a énormément appris et m'a énormément aidé dans Insiders. Pour te donner un exemple, j'y pense juste comme ça. Un des derniers clients que j'avais, lui, son leitmotiv, c'était de dire à chaque fois que j'ai une problématique, avant d'essayer de trouver une solution à mon problème, je me dis qu'il y a sûrement quelque part quelqu'un de plus intelligent que moi qui a réglé ce problème. Donc, je vais aller chercher la solution qui existe déjà sous forme d'app, sous forme de je sais pas quoi, de masterclass, de machin, mais quelque part, quelqu'un a déjà eu mon problème. Je dois chercher comment ça a été réglé avant et lui voulait développer une excellence là-dedans pour aller chercher des solutions existantes. Et c'est quelque chose que je fais aujourd'hui, nous, quand on a une problématique de gestion de stock de pièces détachées de motos au bureau, quand on a une problématique de gestion d'allocation des motos, de suivi de la maintenance ou du suivi des coûts, etc. Je me dis, attends, lâche ton tableau Excel 2 minutes, donne-toi une demi-journée, fais des recherches partout. Et une fois que tu n'auras rien trouvé, là, on voit et on peut commencer à créer quelque chose ensemble. Et presque systématiquement, quelqu'un a eu le problème et l'a réglé avant. Donc voilà, donc Castida s'arrête. J'ai arrêté Castida il y a 1 an. Je fais encore occasionnellement des missions mais plus des gens que je connais ou qui sont recommandés, qui prennent pas beaucoup de temps et qui sont sur des problématiques sympas, parce que du coup, j'ai ma base de données de 3000 plus journalistes en France et je sais leur parler. Mais après, c'est vrai que les RP, c'est quand même un métier compliqué parce que le journalisme est un métier compliqué. Ils sont sous-staffés. Et des Thomas ou des Paul qui appellent un journaliste pour lui pitcher la super idée du siècle, ils en ont 15 par jour. C'est hyper cool. Bien sûr. C'est un métier où tu es ton propre standard téléphonique. Mais c'était vachement intéressant. Finalement, aujourd'hui, tu te recentres uniquement sur Insider Experience. Ouais. Et là, tu développes donc toujours le Maroc et le Beaujolais. Ouais. En fait, moi, j'aime pas avoir tous mes œufs dans le même panier. Donc, c'était pour ça que, tu vois, une des raisons pour lesquelles j'ai développé d'autres destinations en Chine, c'était de pas avoir que Shanghai. Parce que j'ai un métier, c'est un métier à risque. Mon métier, je peux pas me demander si un jour il y aura un accident. Je dois me demander quand est-ce qu'il y aura un accident. Donc, tu dois toujours anticiper tes risques, prévoir toutes ces choses-là pour les quelques minutes où la personne va courir en rond avec les bras au-dessus de la tête en panique parce qu'il y a un accident, peuvent sauver une vie. Donc, c'est hyper, hyper important d'avoir, c'est pour ça qu'on forme les gens au premier secours. On a une procédure d'urgence, etc., etc. Et je sais que le jour où on en aura besoin, ce sera le plus mauvais moment possible. Personne sera joignable, le gars aura oublié enfin bref.
mais voilà, on fait le mieux qu'on peut. Donc moi, pour étaler mon risque, j'ai besoin de m'étendre géographiquement. Aujourd'hui, je suis à Lyon. Mes enfants sont scolarisés à Lyon. Et donc, post-Covid, j'étais à gérer Marrakech à distance et à être à Marrakech une semaine par mois. Mais en fait, gérer Marrakech à distance n'est pas du tout un plein temps. Donc, moi, il y a un truc qui m'intéresse depuis longtemps, c'est l'œnotourisme. Tu vois, j'ai eu un bar à vin dans l'Himalaya. Ça fait pas du tout de moi un œnologue, hein, j'y connais absolument rien. Mais j'aime bien le vin. Je trouve que c'est quelque chose de passionnant où il y a tellement de choses à apprendre, tellement de subtilités, et puis c'est compliqué à vulgariser. Tu pars vite, tu vois, dans des appellations, machin, le terroir, le truc, c'est du gamay, c'est du. Et puis, c'est vrai que, à titre très personnel, moi, quand je goûte un vin qui est bon, j'ai pas envie de le recracher. Donc, je voulais un truc un peu plus bien bon vivant, terroir, etc. Et donc, cette envie de faire de l'œnotourisme, elle est venue quand j'étais en Californie. Je suis allé à Napa Valley, à Sonoma, et j'ai fait un tour autour du Ok. vin. Et c'était marqué private tour, truc assez premium. Et en fait, tu es dans un minibus avec Bob qui a son micro comme ça. Tu es 16, la clim est branchée sur 12 degrés. Et le mec, tu as l'impression il est steward sur EasyJet, quoi. Il était très gentil, Bob. Mais il n'y a pas de connexion, il n'y a pas Pas d'âme. d'expérience. C'est ce que tu racontais, c'est le cours magistral que tu Voilà. évoquais au début. En fait, il est prestataire le de tourisme. service. Il fait sa prestation de service. À la fin, j'avais rien contre Bob, sauf que Bob, à aucun moment, j'ai connecté avec lui. Et nous, chez Insider, c'est primordial de connecter. Si tu vas regarder Marrakech Insider sur TripAdvisor aujourd'hui, on est 5e sur plus de 3000 choses à faire à Marrakech. On a plus de 800 commentaires. Et tu verras, la plupart des commentaires, ils notent le prénom de l'insider ou du rider ou de la rideuse. Et en fait, je préfère avoir un commentaire qui dit « Mon ride avec Paul était génial » plutôt que dire « Oh là là, meilleure chose de ma vie, je m'en souviendrai toute ma vie, mon guide était top ». Parce que si tu te souviens du prénom de ton insider, c'est qu'il y a eu une connexion. Ça a marché. Il y a eu quelque chose. Il y a eu de l'humain. Et c'est l'humain qui fait que ça marche. Donc, nous, les ambitions sont grandes, hein. Je veux dire, dans le pire des cas, il faut que ce soit la meilleure chose que les gens aient fait sur leur séjour à Marrakech. Dans le meilleur des cas, tu t'en souviens toute ta vie. Quand tu seras en maison de retraite à Clermont-Ferrand ou à Memphis, Tennessee, tu te souviendras de cette fois où tu étais à Marrakech en sidecar, on était sur le toit d'une baraque et on s'est fait chasser par le guide et oh là là, le truc était dingue. Et c'est ça qu'on cherche à créer. En anglais, tu appelles ça des lifelong memories. Donc, le souvenir d'une vie, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est ce qu'on essaye de créer. Donc, ce que j'ai vu à Napa Valley, alors que les Américains sont très forts dans tout ce qui est service, c'était pas dingue. Et par contre, les domaines étaient fous. La dégustation que tu fais, mais au mur, il y avait un Picasso, il y avait un Rembrandt, il y a un argent monumental. Ils te servent un fond de verre sur 3 verres, ça te coûte $37. Enfin, c'est du délire. Et par contre, le mec de la dégustation de vin, lui était cool parce que je lui ai dit que j'avais un bar à vin dans l'Himalaya, ça l'a fait marrer. Et du coup, il m'a fait la dégustation gratos et puis il m'a mis des vrais verres. Donc, du coup, le reste de la journée était beaucoup plus sympa. Et donc, je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire un truc en Californie avec les sidecars, que sais-je. Et puis, j'ai appris qu'en fait, à Napa Valley, ils ont un phénomène, c'est qu'il y a beaucoup de vignerons qui arrachent les plaies de vigne pour planter de la marijuana parce que c'est beaucoup plus rentable. Alors, je suis tout à fait capitaliste assumé, mais là, je me suis dit, bon, le côté puriste, il n'est pas vraiment là, quoi. Les gars sont vraiment c'est opportuniste, voilà, cherchez le mot. C'est vraiment un opportunisme capitalistique où tu dis, le vin, ouais, c'est une passion. Ah, on peut faire de la marijuana et gagner plus d'argent. Bon, bah écoute, on va boire de la bière, hein. Et hop, tu pars là-dessus. Donc, derrière, j'ai regardé un petit peu en France. Les régions où l'œnotourisme marche bien, c'est le Bordelais, la Bourgogne. Il y a déjà beaucoup de choses. Il y a encore de la place pour beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses. Et ce sont des régions qui sont pas hyper ouvertes. Et après, il y a 2 régions qui, moi, me plaisent beaucoup, et aussi la Provence. Il y a 2 régions qui me plaisent beaucoup. C'est l'Occitanie, parce qu'ils ont vraiment revu la qualité de leur vin et c'est un vin qui monte. Moi, quand j'étais gamin, que tu avais un vin qui venait de l'Hérault, c'était souvent pour faire de la sauce salade, quoi. C'était pas des bons vins. Et puis le Beaujolais. Le Beaujolais a été très abîmé par la notion de Beaujolais nouveau. Donc Duboeuf, qui est le mec qui a créé ça, était un génie du marketing, hein. Il a monté ça dans les années 50. Tu te rends compte que le Beaujolais nouveau, ça a été un jour de fête nationale en Angleterre à un moment. C'est-à-dire que c'était jour férié. Il a créé un jour férié dans un autre pays pour lancer son pinard. Incroyable. Donc le gars est un génie, sauf que c'était très court-termiste. C'était intéressant pour les vignerons parce qu'ils récoltaient en septembre et ils ramassaient leur argent en novembre. Donc ça, c'est top parce que tu as toujours besoin de trésorerie. Mais en fait, il en a trop fait et ça a détruit l'appellation Beaujolais. Donc en fait, quand tu es en Bourgogne, tu achètes une bouteille chère parce que c'est un très bon vin.
mais aussi parce que tu achètes le nom Bourgogne. C'est un peu comme le champagne et le pétillant. Il y a sûrement des pétillants qui sont presque aussi bons que le champagne. J'y connais rien là-dedans, donc je m'avance un peu, mais tu achètes le mot champagne. Et Beaujolais, c'est l'inverse. Il y a des Beaujolais qui sont super bons, mais parce qu'il y a le nom Beaujolais dessus, c'est compliqué. Et donc, en fait, quand tu es dans le nord du Beaujolais, qui est une région qu'on fait découvrir, où tu as tous les crus, tu as les Juliénas, les Saint-Amour, les Moulins à Vent, les Fleury, etc. Tu touches le sud de la Bourgogne, qui est le Mâconnais, qui font que des vins blancs. Ouais. Et en fait, c'est assez intéressant parce que côté Bourgogne, en dessous de 27 € la quille, il n'y a personne. Ils ont des belles bagnoles, des maisons pierre apparentes et c'est des vignerons. Et t'es en Beaujolais, les gars, ils sont sur un utilitaire qui tient avec des fils de fer, ils ont une baraque en parpaing et c'est, alors, je vais pas dire c'est des viticulteurs parce qu'il y a une spécificité, ils peuvent être aussi vignerons, mais ils sont beaucoup plus dans un monde paysan. Et au-dessus de 15 balles la bouteille, ils vont rougir. Parce que le nom Beaujolais a été massacré, alors que le nom Bourgogne est sublimé. Et le Bourgogne est excellent, et c'est pas le même vin, et ils sont très forts. Objectivement, ils sont super forts. Mais le Beaujolais n'a pas à rougir. Ils ont un vin qui est du gamay, donc c'est un truc qui est un peu plus facile à cultiver, mais ils font des super vins, les gars. Et c'est un vin qui est en train de monter. T'as aujourd'hui, t'as des Morgons Côte du Py qui sortent à 60 balles la bouteille. Un Beaujolais à 60 € la bouteille, en prix retail, hein, pas dans un hôtel avec un Michelin, tu vois. Donc, c'est Ouais. hyper intéressant. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Tu as beaucoup de trentenaires qui tentent les nouveaux vins, qui font de la biodynamique, qui font du vin naturel, Mm. qui font des trucs où je comprends pas toujours, mais qui sont hyper intéressants. Et c'est une région qui est complètement sous-valorisée. Et les vignerons sont cool. En fait, c'est des gars, Mm. ils sont pas en rupture de stock avant même d'avoir fait leur récolte, contrairement à la Bourgogne. La Bourgogne, tu dis oui, on veut faire des visites chez vous, ils sont là, mais j'ai rien à te faire déguster. Tout est vendu. Donc forcément, les gars, ils vont pas t'ouvrir leur baraque, ils ont pas besoin de toi. Le Beaujolais, les gars, ils sont en train de monter, ils savent qu'il faut faire la promotion de la destination. Donc c'est un énorme challenge qu'on a pris. C'est qu'en fait, on veut contribuer à faire connaître la destination Beaujolais auprès d'une clientèle internationale et nationale. Et sortir de cette image du Beaujolais nouveau. Ça, en gros, il faut juste leur faire goûter, hein, parce qu'il y a des vins de dingue, mais il faut réussir à les faire venir. Donc en France, il y a un truc qui s'appelle les impôts, qui font que avoir 2 passagers sur une moto conduite par un employé, ça marche pas. Tu gagnes pas ta vie. Ou alors, tu Oui. mets un Ok. prix prohibitif qui Des fait que charges personne trop vient. fortes. Donc du coup, on a pris des vieux Defender, des Land Rover, des séries 3, pour ceux qui connaissent. Donc c'est des bagnoles où le radiateur est un peu reculé par rapport au phare. On a pris un long et un court qui sont avec des soft tops, donc c'est-à-dire que on a un hard top, un toit en dur l'hiver et l'été, on met une bâche, donc tu peux rouler complètement cabriolet, enlever les fenêtres, baisser le capot. Enfin voilà, il y a ce truc un peu grisant, super sympa. Et on a développé ça autour des thématiques du terroir. Donc D'accord. ça va être forcément le vin, mais pas que. Aujourd'hui, nous, on peut faire une excursion pour des enfants avec des jus de raisin qui sont dingues. On peut aller voir un apiculteur qui fait un miel. J'achète plus mon miel que chez lui. Celui qui veut, il y a des gens qui font des truffes. Il y a la seule entreprise d'Europe qui fait des cigares à la main, enroulés à la main et pas à la machine. Enfin, il y a le terroir. Et à côté de ça, soit on va te faire un pique-nique barbecue au milieu des vignes dans un endroit somptueux, on va te faire le barbecue nous-mêmes avec des pieds de vigne séchés, donc voilà, ça donne une saveur dingue à la viande. Soit on va les manger dans des Michelin parce que tu as des Michelin où tu as le menu midi qui coûte moins de 30 euros. Et en fait, quand tu dis à un étranger, je vais t'emmener dans un Michelin qui coûte moins de 30 euros, ils hallucinent. Donc l'expérience est dingue, ils sont trop contents les gars. Donc voilà, donc non, on s'éclate à faire ça. Le but, c'est en fait de tester. On prend un vrai challenge parce que le Beaujolais n'est pas une région touristique. Tu vois, c'est pas la Bourgogne, c'est pas Bordeaux, c'est pas la Provence. Mais justement, on se dit que si on arrive à faire quelque chose là, après on pourra dérouler ça sur plein d'autres destinations. Et l'idée, en fait, c'est de monter un système qui marche, un site hyper performant, tous les réseaux d'agences, mais ça, je les ai déjà par insiders, pour faire venir cette clientèle haut de gamme et leur faire découvrir une France vraiment en dehors des sentiers battus. C'est l'Office Mm. du tourisme que j'avais rencontré à Villefranche, et c'était rigolo, avec bienveillance, il m'avait remis à ma place parce que le discours d'insiders, c'est dire qu'on est en dehors des sentiers battus et qu'on évite les pièges à touristes. Et la dame de dire, mais on n'a pas de pièges à touristes, nous. On aimerait bien en avoir, mais on n'en a pas, c'est le Beaujolais. Et donc, ça m'avait fait marrer, effectivement. C'est voilà, cette rencontre. Et même pour les Lyonnais qui sont tournés beaucoup vers le Côte-du-Rhône dans le vin et dans les vacances, euh, ouais, il y a des pépites. Donc moi, je Ok. m'éclate à monter une activité touristique dans mon propre pays que je ne connais pas, en fait.
Super. Comment est-ce que tu continues de progresser aujourd'hui? Je continue à me planter. Je suis bête. Je continue à faire des trucs qui marchent pas, et c'est comme ça que j'apprends. On est toujours en fait dans l'innovation, et c'est moi j'apprends. Je crois beaucoup à la formation par l'action. Donc j'apprends en faisant. J'apprends en écoutant des podcasts, bien évidemment, et en parlant et en questionnant. Et j'aime beaucoup cette idée de demander à des gens pourquoi ça marcherait pas quand j'ai une idée. Mmh. Vraiment, si voilà, si toi et moi on se reparle un jour et que je veux monter un podcast, je vais pas aller chercher ta validation. Je vais plutôt aller te demander pourquoi mon idée est mauvaise. Bien sûr. Ouais, non, c'est une bonne démarche. Dans l'entrepreneuriat, justement, de se confronter justement à des résistances Ouais. pour les vaincre, parce que c'est pas forcément une démarche que tu as naturellement de dire où sont toutes mes résistances et les points de friction, et c'est généralement des points que tu cherches à éviter, à te mettre des œillères quand tu commences ce type de projet. Ouais. Donc, je retiens. Est-ce que tu as un indispensable, c'est-à-dire un livre, un podcast, un média qui t'accompagne au quotidien et qui, toi, te sert à justement prendre du recul peut-être, ou t'as amélioré, progressé? Alors, moi, je pense que tu connais, il y a Génération Do It Yourself qui est bien, Oui, qui est de très Mathieu bien. Stéphanie, ouais. Voilà. Vu que j'ai beaucoup voyagé, à un moment, je commençais à subir le fait de me déplacer, et j'ai décidé un jour, en parlant avec quelqu'un qui voyage encore plus que moi, il m'a dit: «Non, mais le voyage, c'est un moment privilégié, en fait, c'est un moment pour toi», et j'ai trouvé ça vachement bien. Et donc maintenant, quand je voyage, c'est un moment pour moi, et j'assume de pas bosser dans l'avion, parce que je fais souvent les allers-retours avec le Maroc, par exemple. Bon, en même temps, on va bosser dans un EasyJet, hein, mais j'assume d'avoir un moment pour moi, que ce soit de regarder un documentaire que j'ai téléchargé, d'écouter un podcast, ou juste de rien faire. C'est hyper dur de rien faire. Et c'est ce que j'essaye de faire, par contre, quand je commence un peu à perdre le nord du sud. C'est une histoire qu'on m'a racontée sur Mère Teresa, qui, tu sais, elle avait des mouroirs pour les gens atteints de lépreux, et raconte l'histoire d'un volontaire qui vient chez elle, et puis qui, au bout d'une semaine, dit: «Mais je sais pas comment vous y arrivez, j'y arrive pas, je suis exténué, j'en peux plus, c'est trop dur, je vais arrêter». Et puis Mère Teresa qui lui dit: «Mais est-ce que tu pries tous les matins pendant 1 heure?» Elle dit: «Mais non, mais j'ai pas le temps». Elle fait: «Ah, si t'as pas le temps, faut que tu pries 2 heures». Et j'avais trouvé ça hyper chouette. Alors, en plus de mes convictions religieuses qui me sont propres, j'avais trouvé ça génial. Et en fait, la prière, c'est une forme de méditation. Mais c'est un moment où tu bloques tout ce qui est à l'extérieur, tu parles au bon Dieu, ou voilà, ton nombril, bref. Mais c'est un moment où tu te retires. Et moi, j'avais appliqué ça dans le boulot à un moment où ça allait très vite, où je commençais à perdre mes priorités et à louper des opportunités. Je m'étais fait coacher, et un coach m'avait expliqué que toutes les armées du monde, qui sont les entreprises les mieux gérées, hein, parce que tu prends que des gugus et ils doivent que exécuter, ça doit marcher, sont toutes régies par la même logique, c'est que un général ou un troufion ne peuvent pas gérer plus de 3 projets en même temps. Donc déjà, ta vie professionnelle doit être axée sur 3 projets. Donc moi, j'avais le bar à vin, les trucs, les machins, les vélos, les sidecars, les jeeps qui étaient en train d'arriver, enfin, partaient dans tous les sens. Donc tu réorganises tout, tu te fais à l'idée que il y a certaines choses que tu dois arrêter. Et je me prenais un moment par mois, à un moment je le faisais 2 fois par mois, où je disparaissais pendant une demi-journée. Donc concrètement, j'allais me mettre à la terrasse d'un café, je prenais pas mon téléphone parce que sinon c'est mort, ton téléphone, tu vas toujours être dessus, et je prenais juste de quoi écrire. Et tu vas pas avec un plan. Tu vas juste, tu te dis, tu prends de quoi écrire, t'as pas ton téléphone, les gens savent où t'es, t'as laissé ton téléphone au bureau à la rigueur, que ça, s'il y a un code rouge, quelqu'un peut répondre. Et en fait, c'est le moment où tu prends du recul et tu réfléchis. Tu sais, on dit souvent les meilleures idées viennent sous la douche. C'est pas quand tu dis, là, il faut que je trouve l'idée du siècle. Non. Et en fait, tu laisses ton esprit errer. Alors parfois, ça servait à rien, hein. Et parfois, tu avais des super trucs qui venaient. Sachant que moi, quand je perds de vue mes priorités, je me pose toujours 2 questions. Une, c'est, imaginons que je me brouille avec moi-même, je suis un peu schizophrène, je pars de chez Insiders et je monte Outsiders qui fait la même chose, et ma stratégie, c'est de tuer Insiders pour prendre le marché. Qu'est-ce que je fais? Et là, d'un seul coup, tu vois toutes les faiblesses de ton business. Moi, typiquement, j'ai pas de logo sur les motos parce que je veux que quand toi, tu payes pour faire une balade avec moi et que je te dis que t'es voyageur et pas touriste, il n'y a pas des gros logos qui disent j'ai payé pour être dans la moto. Ok, donc les gens te perçoivent pas comme un touriste quand tu es en moto, ils se disent c'est un mec d'ici, quoi. Puisque c'est un véhicule parmi tant d'autres, même s'il a une super gueule. Donc voilà, typiquement, ça me fait voir ça. Donc moi, j'ai tous mes designs d'habillage des motos qui sont prêts, qui sont imprimés, qui sont stockés, pour si un jour j'ai un concurrent qui arrive, qu'il n'ait pas brandé ses motos et que du coup, tout le monde se dise, ah, les sidecars, c'était eux, et bim, je peux tout de suite te floquer toutes mes motos. Mais ça, c'est par cette réflexion. Et la deuxième, c'est, si je veux vendre ma boîte dans un an,
qu'est-ce qu'il faut que j'ai fait avant la fin de la semaine. Et là, d'un seul coup, la qualité du papier de ta carte de visite sur lequel tu fais des allers-retours depuis une semaine, bah, tu t'en fiches. C'est pas du tout important. Et tu te recentres sur les choses hyper importantes. Et tu dis, bah voilà, si je veux la vendre, je sais pas moi, 30 millions dans un an, bah d'ici la fin de la semaine, il faut que j'ai bam, 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 bam. Et ça permet de revoir ses priorités. Donc, ce qui m'aide à avancer, certes podcast, mais en fait, c'est de me forcer à m'arrêter. Ok, très intéressant. Est-ce que tu as une maxime ou une citation qui te suit et qui te guide dans ta vie? Alors ça, c'était un truc que j'avais fait. J'avais fait une formation à Singapour. T'es pas loin de Singapour. Tu devrais regarder. Ça s'appelle Asia Works. Asia Works, Ok. c'est un truc en développement personnel. C'est pas du tout mon truc, le développement personnel. Moi, je suis protestant. Je suis plus chrétien. C'est plus là-dedans que je vais chercher ma force. Mais je t'avoue que ce truc a littéralement changé ma vie. C'est un truc qui a changé ma vie, qui a changé ma perception d'un milliard de choses. Et ça s'est basé sur un truc qu'on a tous appris, qu'on a tous entendu un milliard de fois, mais que j'ai vraiment compris, accepté, intégré et qui fait partie de ma vie aujourd'hui. Je vais te le dire et ça va pas du tout être une révélation pour toi, mais le jour où tu l'intègres, ça change complètement ta vie. C'est entre là où tu es et là où tu veux aller, il y a un obstacle insurmontable. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a qu'un. La mauvaise, c'est qu'il est insurmontable. L'obstacle entre là où tu es et là où tu veux aller, c'est toi. C'est toi qui définis tes limites, uniquement. Et tu fais la différence entre les croyances et les faits. Je peux pas y arriver. Tu peux pas y arriver factuellement ou tu peux pas y arriver parce que tu le sens pas. Tu vois, je ne peux pas aujourd'hui être capitaine des Chicago Bulls. C'est assez factuel. J'ai pas la forme physique, j'ai passé l'âge, je suis pas assez grand, je suis pas assez bien. C'est factuel, je ne peux pas. Je ne peux pas devenir expert comptable. Les faits, c'est que je déteste la comptabilité. Mais les faits, c'est que je peux tout à fait devenir expert comptable. Ça va être très chiant, mais je peux le faire. Et donc, en fait, si tu prends cette perspective-là, d'un seul coup, tu ne peux plus te planquer derrière des idées. Il n'y a que les faits qui vont te dédouaner. Donc, tu ne peux plus être la victime de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Ah, je peux pas. Non, tu peux pas ou tu n'oses pas. Et ça te change tout. Et donc, cette formation qui est un truc incroyable, donc je te conseille d'aller voir Asia Works, Singapour. Ils le font en anglais à Singapour. Et je crois qu'il y a plusieurs formations. Il y a Basic Advanced Leadership. Moi, j'avais fait les deux premiers parce que le leadership, tu montes ton programme, ton projet professionnel. Je crois qu'à chaque fois, tu payes dans les $700, mais c'est les meilleurs $700 que j'ai dépensés de ma vie. C'est game changer. Et il te donne une maxime à la fin. C'est OWTFGFIA, qui veut dire Oh, what the fuck, go for it anyway. Donc, en gros, vas-y. Et ça me plaît énormément parce que souvent, quand j'hésite à lancer quelque chose, c'est parce que je me dis, j'ai un peu peur. Donc, la seule chose aujourd'hui qui fait que je ne lance pas un projet, c'est ma bande passante. C'est que j'ai pas le temps et je sais que je ne veux pas mettre suffisamment de ressources pour ça parce que sinon, ce sera au dépend de quelque chose d'autre. Je dis plus que j'ai pas le temps. J'ai le temps. On a tous 24 heures. Mais je ne pourrais pas prendre le temps pour cette nouvelle idée sans que ça se fasse au détriment de quelque chose d'autre. Donc ça, c'est le seul truc qui me fait, moi, renoncer à des projets. Et c'est souvent difficile parce que j'aime bien monter des projets. Mais voilà, le Oh, what the fuck, go for it anyway, c'est super. Je veux dire, au pire, ça marche. Tu vois, ça Ouais, bien plante, sûr. t'auras appris, tu grandis. Moi, je t'invite à faire des podcasts avec des gens qui ont planté leur business. Ils vont te raconter des trucs beaucoup plus intéressants que celui qui vient de rentrer au CAC 40 ou faire sa série D et qui va te vendre, va te faire la messe, tu vois, en disant, «Waouh, je comprends pas, ça marche tout seul, c'est génial». Non, 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 c'est pas vrai. C'est galère. Oui, mais tu vois, c'est pour ça que je pose toujours dans mes questions, j'essaie toujours d'aller vers les échecs, les erreurs. Enfin, c'est dans ces moments qu'on apprend le plus. Et on voit toujours des livres qui racontent les méthodes successful ou les entrepreneurs qui, après avoir monté des énormes startups, qui racontent leur belle histoire, mais ils racontent pas aussi les périodes sombres. Et c'est généralement des périodes sombres qu'on apprend énormément de choses pour ensuite aller vers la lumière. Ouais. Et c'est un axe que j'ai envie d'énormément donner dans mes échanges. Bon, super. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une personne à me recommander pour un nouvel épisode de ce podcast? Écoute, ouais, je vais prêcher pour ma paroisse. Tu regarderas le profil de mon frère et de ma sœur, Guillaume Chabrière, Claire Chabrière. Guillaume, il montait Chab Events, qui est une boîte d'événementiel à Singapour, dont il va ouvrir le bureau de Toronto, qui est présente un peu partout en Asie et en France, Paris et Aix-en-Provence.
très belle boîte dans l'événementiel qui l'a cartonné. Et pendant le Covid, typiquement, partir dans la métaverse, enfin, ils ont fait des trucs assez dingues. Et je t'invite à regarder Claire, qui a été ma première boss avec Just Transfer à Pékin, qui est aujourd'hui à Shiok Farm, où elle a une très belle histoire. Elle a voulu acheter une poire bio un jour à Singapour et la poire était à $4. Elle était, mais c'est pas possible. Et du coup, elle a monté son propre réseau de fruits et légumes bio. C'est une des raisons pour lesquelles elle est en Thaïlande aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de ses fournisseurs sont là-bas. Et puis, elle s'est diversifiée maintenant un peu dans le design et elle arrive à gérer tant bien que mal vie de famille avec 3 enfants et un mari qui voyage énormément et entrepreneuriat. Ce sont 2 parcours très différents du mien, mais qui moi je les admire beaucoup. Ils m'inspirent énormément. Super, bah écoute, avec grand plaisir pour les contacter. Top. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter ? Alors, me suivre, me contacter, ça va être Thomas Chabrière sur LinkedIn, tout simplement. Et puis après, suivre les comptes Instagram de Marrakech Insiders et de Beaujolais Insiders, surtout Beaujolais Insiders. Suivez Beaujolais Insiders parce qu'on vient de se lancer, on a 400 followers et c'est pas sérieux. Donc, ok. Go bah écoute, je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode. De Super, toute façon. c'est gentil. Merci beaucoup pour ton temps et pour la qualité de cet échange, Thomas. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Avec plaisir, Paul. Notre émission s'achève. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.